Voici notre nouveau projet, le LUAZ venu du futur. Et dès cet épisode, nous allons réaliser une idée assez ambitieuse, complexe, mais très amusante, un essieu arrière directionnel. Mais d'abord, je vous propose de nous rappeler ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Tout d'abord, nous avons acheté un véhicule d'honneur, l'avons amené à l'atelier, refait tous les réducteurs, remplacé les freins à disque, puis nous avons testé la voiture en tout terrain, ce qui nous a permis d'identifier ses points forts et faibles. Et maintenant, nous pouvons aller plus loin. Attends un instant, nous allons examiner attentivement la batterie. Il est essentiel de prendre le temps d'observer chaque détail de cet élément crucial. Nous allons scruter sa forme, sa taille, sa couleur et vérifier les inscriptions qui y figurent. Est-elle neuve ou présente-t-elle des signes d'usure, des traces de corrosion ou des renflements suspects? Nous inspecterons les bornes et les câbles connectés pour nous assurer de leur bon état. Il est primordial de confirmer que la batterie fonctionne correctement, qu'elle est bien chargée et qu'elle ne présente aucun danger. Cette inspection minutieuse est indispensable car la batterie est le cœur énergétique de notre dispositif et son bon fonctionnement est vital pour la performance et la sécurité de l'ensemble. Prenons le temps nécessaire pour cette vérification approfondie afin de ne rien manquer et de comprendre pleinement son état actuel et son potentiel. C'est une étape cruciale avant de poursuivre, pour s'assurer que tout est en ordre et que nous pouvons compter sur cette source d'énergie essentielle. La batterie, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça? Ça pourrait être l'alternateur. Il y a même un tuyau, il y a de l'essence. Donc ça ne va rien donner, mais il est bien rentré, d'une façon ou d'une autre. Il est rentré et il l'a démonté. La direction, elle est là, elle est disponible, mais elle est complètement pourrie. Bon, pour nous, si c'est avec les soudeurs. Voici la bouteille. Le tuyau va dans le carburateur, ici. Il y a même des essuie-glaces. Même les essuie-glaces. Il y a dans... La bouteille elle-même créera de la pression. Et lui s'en pompe. Eh bien, c'est super, c'est tout. Batterie, où la mettre? Oui, il y a une borne de recharge ici, présente. Eh bien, c'est tout. Il y a au moins un terminal, enfin, c'est-à-dire conditionnellement, tout nous convient. Et voilà le Blazik, exactement ce qu'il faut. Il est garé derrière les toilettes. Évacuation, exhumation. Nous devons atteindre le portail, c'est marrant que la crémaillère soit mieux organisée ici. Même, il me semble mieux que chez nous. D'abord, qu'est-ce qu'on a? La batterie, comment? C'est la deuxième borne, c'est ça? Il y a une deuxième borne. bon. Vas-y, mets là. Essayons de voir ce que ça donne. Vas-y, rien ne s'est absolument pas passé du tout. Attends, il faut bien étudier attentivement la situation actuelle. C'est juste que là, ce sont les fils électriques. Là aussi, c'est cette bobine d'allumage. Les fils vont aller, Sania, vers la tienne, quelque part. Et ça, c'est le fil positif qui va directement vers le démarreur. Ce fil-là, et ça va aussi vers la bobine essai, mais on n'entend absolument rien qui change du tout, quoi. Pas le moindre son, pas la moindre réaction. Voilà, et il y a un fil rouge qui vient du démarreur. Voilà, il faut clairement le connecter quelque part. Donc voilà, ça vient du démarreur apparemment. Quelques-uns, chauffage. Oh, on est dans l'habitacle. Il n'atteindra probablement pas la batterie. Attends, et si je le connecte là-bas au plus? Non, attends, fais le contraire. Que Cléma soit là. Essayez de changer de vitesse. Oui, le grand. C'est comme si elle était... Ouais. C'est juste neutre. Neutre. Maintenant, je vais essayer de toucher quelque chose quelque part avec une pince. Rien ne se passe. Bobine, c'est bien sûr sur la bobine de fil à coudre de la machine à coudre. Et voici le salon. C'est parti maintenant, ça arrive au plus, semble-t-il. Cela devrait être un plus. Le voilà vers le plus, on dirait. Il faut probablement le mettre sur le plus. Posez-le. C'est celui-là, apparemment, le fil de commande fin. Et celui-ci aussi, il va ici, il arrive là. Bon, essaye de brancher celui-là aussi sur le plus. Celui-là aussi, je pense qu'il faut le mettre quelque part. Vas-y, tu fais cramer? Oui, oui. Rien. Rien. Oh! Quelque chose m'a piqué ici. Voilà, le démarreur essaye. Bon. J'ai coupé le contact. Allez, remets-le, je pense. C'est fait. Alors, on tourne. Hein? Mais regarde, il y a une bouteille. Ici, c'était le réservoir. On va jusqu'au portail. Tu veux verser directement dans le carbu? Oui, pour que ça aille directement dans ce cache. Des gouttes?
Sous la pluie, il y avait un tuyau bleu, celui-là. Bon, j'ai versé un peu dans le carbu. L'essentiel, c'est que ça n'a pas pris feu. On peut d'abord faire couler par ici pour diriger là comme la partie la plus large et la plus importante. Vas-y, essaye. Allez, remets-le en place. Et si maintenant la magie du moteur ZEM s'opérait? Mems, pas Mems, mais Mems. Tu crois quoi, qu'il était là tout de suite pour toi? Wesh. Asdash. Asnj. Anskiamnashi. Amndesha. J'ai failli tomber, j'ai marché sur le sol et j'ai failli tomber. Ah, voici le blocage. Une autre serrure, le levier est tellement cool. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne l'avons pas comme ça. Oui, l'intérieur est certainement comme ça ici. Quelqu'un a essayé, il l'a fait depuis un arbre. J'ai plié ce fer du tout. Je ne comprends pas. Se couche. Alors là, si on a l'hydraulique, l'embrayage, comme s'il y avait. Voici la clé de contact. Et il y a toute la découverte également. Mais je comprends, c'est pour sortir sur un starter. Eh bien, Sania, tu l'as versé. Toutes les carpes ont coulé, tu en as trop versé. Maintenant, nous allons remplir les bougies, que cela n'arrivera pas. Oh, qu'est-ce que ça va donner? Bon, il va falloir que quelqu'un reste dans l'habitacle et que quelqu'un d'autre aille danser là-bas, d'accord? Allez, vas-y, t'as déjà démarré, frérot. Oui, c'est ça, Sania, tu avais raison, c'est une sorte de pare-soleil de protection. Oui, ne lui en donne pas trop non plus, il faut y aller doucement car nous allons sortir tranquillement, étant donné que la chambre se remplit progressivement et qu'il y a de plus en plus de monde. Allez, je vais le garder pour l'instant et prendre le temps de regarder attentivement la page avec l'endroit exact où cela se trouve. C'est à moi, je lui ai donné un peu de mon temps et de mon énergie, mais je dois encore bien réfléchir aux implications de cette situation. Plus de détails sur les soupçons de la Pologne. Trou. Trop. Au début, elle semblait méfiante à propos de cette chose. En bref, comme si toutes les options de cordon étaient retirées, et obtenez le verre. Et qu'est-ce que cela va nous donner? Pour que vous puissiez tenir la bouteille. Donc, fais attention, Carpe. Ne remplis pas trop là non plus, t'es un injecteur, ou qui es-tu? Voilà un avantage considérable et un plus indéniable pour ton corps. Allez, pas de position tordue ou inconfortable. Voilà le corps parfaitement allongé et détendu comme ça, dans une posture idéale. Maintenant, cette personne peut même conduire avec une grande aisance et à une allure très vive, sans aucune difficulté. Elle allume le moteur avec enthousiasme, prête à prendre la route. Bon, sommes-nous enfin sortis du trou? Oui, c'est vrai. Oui? Pourquoi es-tu silencieux? Les repose-pieds et la poignée ergonomique est confortable. Oh. Confort. Allez, fais tourner le démarreur, essayons d'avancer. Honnêtement, en regardant ces images, j'ai été très surpris que ce petit mort, même s'il n'a pas démarré, ait quand même réussi à se lancer pendant un moment. Malheureusement, il n'a pas réussi à sortir par ses propres moyens. Mais de toute façon, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions au départ. Mais on peut toujours compter sur une vieille Passat et une bonne corde. L'opération petite décharge continue. L'artefact, c'est vraiment des plus intéressants. On dirait que des charrues y étaient accrochées, mais ça, on l'examinera à la base, je pense. Pour l'instant, notre tâche, c'est de l'évacuer. On l'a exhumé. Voilà, c'est tout. On n'a pas filmé la route, ce n'était pas le moment à la base. On décharge et on fait le point sur ce qu'on a, quels sont les plans pour la suite.
Il faut démarrer cette merveille, quand même lancer le moteur et faire un tour sur le terrain pour évaluer l'état général, les ponts, la boîte de transfert, quel genre de donneur on a finalement acheté. Parmi les principaux problèmes, ce qu'on a constaté hier, c'est l'absence de pompe à essence. Il est là, mais on dirait qu'il ne pompe pas, il n'y a même aucun tuyau raccordé. Le décanteur est complètement desserré, il bouge dans tous les sens. J'ai compris pourquoi il n'y avait pas de tuyau dessus. Bon, les gars, c'est une pompe à essence de Gigouli, et ce raccord venait buter ici, ils l'ont mis comme un bouchon. Maintenant, en gros, on va vider l'habitacle, enlever tous ces déchets et ensuite on verra. On a rentré la voiture, on va la démonter et on va le faire presque de façon barbare parce qu'il faut aller vite, mais la voiture, on dirait, s'y prête bien. J'ai préparé les outils adaptés pour ça, une meuleuse, une scie sabre, une clé à choc et un découpeur plasma. J'espère qu'aujourd'hui, on arrivera à découper quelque chose avec le plasma. On démonte certaines pièces pour nous, d'autres pour la ferraille et d'autres encore à vendre. On va voir ce que ça va donner. Mais pendant que Kolia accompagne ce pauvre malheureux vers sa dernière demeure, je vais partager quelques réflexions sur le projet. Comme vous l'avez compris, nous avons décidé d'aborder ce projet différemment. Nous vous écoutons et vous entendons. Au cours des 2 dernières années, il y a eu beaucoup de critiques concernant « Nous avons trop étiré nos projets, une série sans fin et cela ne vous plaît pas ». Je suis tout à fait d'accord et cela ne nous plaît pas non plus, car avec le temps, on oublie déjà ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, le mois dernier ou l'année dernière. Et c'est là que nous avons décidé de faire le prochain projet différemment. D'abord, nous irons jusqu'à son achèvement, puis seulement nous commencerons à publier les épisodes. De cette façon, vous verrez toute l'histoire en quelques mois, c'est garanti. Beaucoup ont également écrit qu'il ne fallait pas montrer le résultat final, que nous avions dévoilé dans le teaser, car cela tue l'intrigue et l'intérêt pour le projet. Et là aussi, je suis d'accord avec vous, mais au final, ce que vous voyez dans le teaser, ce n'est pas le résultat final. Ces images ont été tournées lors de l'assemblage préliminaire, quand nous essayions les panneaux, et après cet essai, nous avons décidé de tout refaire sérieusement et de beaucoup modifier le projet. Vous serez vraiment surpris quand vous verrez le résultat final. Et en ce qui concerne ce donneur, qui sous vos yeux se transforme en matière première secondaire, son prix était de 300 $. Le moteur s'est avéré être en assez bon état, nous l'avons vendu pour 50 $. Nous avons obtenu 50 $ pour les roues et 50 $ pour la ferraille, tandis que les réducteurs, poutres et petites pièces sont partis à l'entrepôt. Au final, le jeu en valait la chandelle et ces pièces détachées nous sont revenues à bon prix. Bien sûr, il aurait été plus simple d'acheter tous les éléments et modules nécessaires sans s'embêter avec ça. Mais, comme vous l'avez compris, l'achat abordable de pièces pour le Luaz ne se fait que de cette manière. Et à ce moment-là, Kolia avait pratiquement démonté toute la voiture et nous avons enfin obtenu le pont avant tant attendu. Après avoir démonté le pont avant, nous le désassemblons et continuons. Pour prendre un peu d'avance, je dirais que tout ce chemin parcouru pour réaliser l'essieu arrière directionnel a été justifié à 100%. Pour le dire gentiment, nous avons été satisfaits. En attendant la prochaine livraison de pièces détachées, il faut s'occuper de notre pont avant donneur.
C'est ce que j'ai découpé à la plasma. Mais il faut quand même s'en occuper et dévisser ce que nous devons installer, démonter, notamment la direction. Nous prévoyons de tout réviser, de changer toutes les pièces internes, mais de garder l'aspect d'origine, c'est important pour nous. Et en ce qui concerne le découpeur plasma, c'est vraiment un outil très amusant, probablement l'achat le plus excitant que nous ayons fait récemment. Mais c'est dangereux, il y a un risque d'incendie, donc il faut être très prudent avec. Il est temps de s'occuper de notre traverse donneuse pour le LUAZ. C'est la traverse avant de notre donneur. Elle est globalement en bon état, surtout au niveau de la barre de torsion. Le seul détail, c'est qu'il va falloir changer les pivots ici et la réviser complètement. Maintenant, on va la remettre un peu en état, la nettoyer, la peindre, et je vais entièrement l'entretenir, changer les pivots et remplacer tout ce qui concerne le kit de réparation de la direction. Nous avons déjà commandé les pièces, elles sont déjà arrivées. Tout ce qui est abîmé, c'est soufflé, déchiré, tout ce qui fait peur, on va aussi tout nettoyer, peindre, remplacer et entretenir. Déjà maintenant, 1 an après la mise en place de l'essieu arrière directionnel, nous nous étonnons que personne ne l'ait fait plus tôt. Car la conception du LUAZ est tout simplement idéale pour une telle modification. Et cela se fait relativement facilement, pratiquement à partir de pièces d'origine. Bien que, lorsque je dis dans la vidéo que personne ne l'avait fait avant nous, le lendemain, je reçois une avalanche de messages avec des liens vers des projets similaires. Donc, si vous avez de tels liens, vous savez où les envoyer. Oui, idéalement, cette fonction de l'essieu directionnel devrait être optionnelle, car à grande vitesse et lors de longs trajets, c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Mais pour l'off-road, à mon avis, c'est tout simplement une révélation. Et le LUAZ, en fait, a été créé précisément pour cela. Un peu de patience et vous comprendrez tout très clairement. Nous avons nettoyé et préparé nos barres de direction pour réparation. Pourquoi avons-nous choisi de garder les barres de direction d'origine et non les remplacer par d'autres analogues plus modernes? J'expliquerai cela plus tard. Les corps même des barres. Nous les avons nettoyés, peints et commandé ce kit de réparation. Il comprend le pivot lui-même, une bague, je ne sais même pas, un plastique résistant à l'usure dans lequel tourne le pivot, un ressort et toutes sortes de petites pièces qui maintiennent l'ensemble. Et nous avons choisi des soufflets à la bonne taille, des soufflets en silicone. Eh bien maintenant, on va essayer de voir comment tout cela fonctionne en pratique. Et ça, c'est mon moment préféré au travail quand sous tes yeux, de vieilles pièces apparemment bonnes à rien se transforment en pièces toutes neuves. On peut dire, comme à l'usine, c'est le paradis du perfectionniste. Nous avons remonté notre suspension avant et arrière. Non sans difficulté. Franchement, c'était très compliqué. Tous les pivots étaient très difficiles à emmancher. Tout est devenu serré, précis. Rien ne bouge nulle part. Tout est vraiment parfait. Notre traverse est prête. Il ne reste plus qu'à installer la direction, mais ça, on le fera sur la voiture pour voir quelle biellette et où les monter. Sinon, tout est bon, la traverse est assemblée, elle est peinte, nettoyée et prête à être installée. Mais avant d'installer la nouvelle traverse,
nous allons démonter toute la direction de la traverse avant. C'est justement à cela que s'occupe Kolia. Nous avons retiré toutes les pièces et elles sont toutes vraiment en mauvais état. Il se trouve que Sanya Cooper a remarqué que la fixation des barres de torsion au châssis, à l'avant comme à l'arrière, est absolument identique. Il a suffi qu'il en parle à Sanya pour que Sanya décide aussitôt qu'il nous fallait une traverse arrière pivotante, une solution véritablement innovante. Il serait plus juste de dire une traverse avec des roues directrices. C'est pourquoi nous installons maintenant la traverse avant de la voiture donneuse à l'arrière. Voilà comment naissent les idées. Directement en chemin, en plein travail. Il faudrait probablement ajouter quelques mots sur la raison pour laquelle nous n'avons rien modifié tout de suite. Pourquoi nous ne sommes pas passés à une direction à crémaillère qui en principe peut être installée ici. Avec une direction à crémaillère classique, il serait plus difficile de réaliser notre idée de roue arrière directrice car ici nous utilisons simplement ce type de levier de direction. Tu tires, tu pousses et les roues tournent ainsi, ce qui modifie le vecteur de la force motrice. Et c'est ainsi que le buson tourne. Avec une crémaillère, il faut tourner le volant. C'est pourquoi nous avons décidé pour l'instant d'opter pour un schéma simple, relativement simple. Pour l'instant, c'est simple, tant que nous n'avons pas commencé à le réaliser, mais que nous l'avons seulement imaginé. Actuellement, mon idée est que les roues arrière tournent exactement du même angle que les roues avant. C'est pourquoi il a été décidé de faire une expérience avec un angle de braquage égal pour les roues avant et arrière. Elles tourneront donc du même angle. Allons-y. Voilà, on retire le pont arrière. Tout ce qui est cassé ou en mauvais état sur le chemin, on le remplace, on l'entretient. Comme toujours. Mais la suite est simple. On soulève la voiture avec un cric, on la pose sur des chandelles et on enlève les roues. Tout cela est fait afin de démonter le pont arrière. Et là, il devient évident pourquoi, la dernière fois, nous avons fixé la conduite de frein avec des colliers en plastique. C'était une solution temporaire et maintenant, le moment est venu de l'utiliser. Et voilà, après seulement 1 heure, l'ancien pont repose au sol et le nouveau se prépare à prendre le relais. C'est exactement la même opération, mais dans l'ordre inverse. Ils ont lancé une poutre. L'ensemble, démontage et montage, a pris 2 heures. Mais cette construction est très brute. Nous nous sommes maintenant mis en route pour comprendre ce qui nous freine actuellement. Tout d'abord, le point le plus important est que le véhicule est très élevé. L'avantage indéniable est qu'il est très performant en cross-country, mais l'inconvénient majeur est que nous n'aurons pas assez de longueur pour les demi-essieux d'usine. Le deuxième point crucial, c'est que nous avons des goujons trop longs sur le différentiel lui-même. De plus, il est important de noter que ces goujons sont une source de préoccupation majeure. Cet amortisseur ne nous convient absolument pas. Il n'est pas placé là où il faut. Il n'a pas la longueur dont nous avons besoin. Il y a assez de place pour tout. Et voilà à quoi ça ressemble. Voici le braquage maximal. Eh bien, le braquage sera exactement le même qu'à l'avant. Donc ça restera à peu près comme ça. Ce goujon est trop long. Pour l'instant, juste pour pouvoir monter les roues, on a mis un écrou ici. Les goujons, c'est pas un problème. On en commandera et on en trouvera des plus courts pour que tout tienne bien et ne gêne pas. La longueur de l'arbre de transmission. L'arbre de transmission est suspendu pour ne pas tomber du différentiel, mais il est évident qu'avec une telle hauteur, il ne sera pas assez long. On peut résoudre ce problème avec une entretoise. Les gens usinent des entretoises ici, mais je ne sais pas encore si on a vraiment besoin d'une telle hauteur et d'un tel amortisseur. L'amortisseur, ici à l'avant, se fixe ici et en haut. Mais chez nous, il est carrément ici. C'est à dire qu'il va vraiment pas du tout à cet endroit. Sinon, tout est bien, les freins sont corrects, rien ne touche, rien ne gêne nulle part. Tout est parfait, mais on n'a pas encore installé la direction. L'étape suivante consiste à retirer les arbres de transmission pour pouvoir régler la suspension, car le train avant est tout de même différent de l'arrière. À l'origine, elle était prévue pour une autre charge, une autre fonctionnalité et une autre logique. Donc, on prend un marteau à inertie et on essaye de toutes nos forces de retirer l'arbre de transmission. Après une demi-heure, on se rend compte qu'il ne sort pas du tout. Et on décide d'essayer de retirer le deuxième arbre de transmission de l'autre côté. On enlève le bras de suspension, on dévisse le boulon et on comprend tout de suite où est la différence. Cette fois, le torsion est bien graissé avec une graisse normale. L'arbre de transmission sort sans gros problème, contrairement à celui d'à côté, autour duquel il y a une substance étrange ressemblant à du sable, des grumeaux et des restes de graisse. Bref, battu avec elle, essayez de la déloger de l'autre côté, puis tirer avec le marteau à inertie. Après une demi-journée, la victoire attendue. J'ai réussi tant bien que mal à sortir le deuxième arbre de transmission. Le moment n'a pas été filmé, mais croyez-moi sur parole. Maintenant, il est assez clair pourquoi celui-ci était beaucoup plus difficile à retirer.
On voit la quantité de graisse sur cet arbre de transmission et la quantité de graisse sur celui-ci. Je n'ai encore rien fait du tout avec eux. Nous avions prévu de tout remonter rapidement, de faire l'axe pivotant et de partir rouler content. Donc maintenant, je lave cette pièce. Ensuite, je démonte le tube du bras lui-même, je nettoie le bras, je nettoie les leviers. On met de la nouvelle graisse partout et on remonte tout à la hauteur qu'il nous faut. Au final, encore quelques jours ont été nécessaires pour ce travail imprévu. Nous avons bien nettoyé l'ancien composé, tout graissé à neuf et commencé à remonter la suspension au niveau nécessaire. Nous avons à présent terminé le réglage de la hauteur sur l'essieu arrière. Maintenant, la position de la carrosserie me convient parfaitement, disons. L'arrière est juste un petit peu relevé par rapport à l'avant, mais je pense que cette position est optimale pour nous. Au final, il a fallu démonter complètement tout le pont, retirer 2 ou 3 kilos de vieille graisse mélangée à du sable. Cela a pris énormément de temps, vraiment. En fin de compte, cette opération avec les manipulations sur le pont arrière a pris une semaine. Alors, il est temps d'installer les barres de direction. Hier, j'ai terminé l'arrière, installé les demi-arbres et vérifier que rien ne gênait nulle part. Il semble que tout soit en ordre là, même un peu mieux que ce que nous attendions au départ. Donc maintenant, j'installe les barres de direction à l'avant du véhicule. Je règle à peu près l'alignement des roues avant à l'œil nu. On remet ensuite les barres à l'arrière et il faudra connecter, imaginer et voir directement sur place comment relier la partie avant à la partie arrière et à notre système de direction assistée hydraulique. Voilà, maintenant on va tout installer, tout sera neuf, tout sera frais. Bien sûr, la qualité des pièces détachées, j'ai déjà dit, est déplorable, mais on fait avec ce qu'on a. On s'y met. Et ensuite, le plus intéressant commence. L'assemblage de Lego pour adultes. Comme vous vous en souvenez, la plupart des pièces ont été restaurées et leur installation est un plaisir. Mais malgré tout, ce n'est pas un assemblage d'usine. Et au fur et à mesure, il faut modifier, ajuster et refaire certaines choses. J'ai entièrement assemblé et installé la direction arrière. Dans ma tête, tout est extrêmement simple. On prend l'essieu avant, on le retourne et comme on le met en miroir, les roues vont fonctionner comme ceci. Avec un simple raccordement, sans aucun balancier, mécanisme ou quoi que ce soit d'autre, j'ai assemblé, tout serré à la main, posé cette barre sur des points de soudure et j'ai décidé d'essayer pour voir à quoi tout cela ressemblerait. Mais tout cela ne va pas ressembler à ce qui était prévu au départ. En fait, ça donne ceci. On a obtenu un effet de crabe. Le volant est difficile à tourner parce que la voiture n'est pas démarrée. Voilà. C'est exactement comme ça que ça a donné. En conséquence, nous ne pourrons absolument pas rouler de cette manière, donc nous allons devoir entièrement tout refaire. Mais, juste par curiosité, on va probablement la tourner avec le cric, sortir sur la plateforme et essayer de faire un tour. Juste pour nous, par curiosité, pour voir à quoi ça ressemble de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, tout cela est très amusant, mais pas vraiment pratique. Là, on s'est compliqué la vie nous-mêmes. Et il faut corriger ça. Pour l'instant, l'idée est la suivante. Notre direction ressemble à ça. Actuellement, ce sont précisément les bras de direction avant et arrière qui sont en place. Ici, la direction passe de manière fluide. Et pour l'instant, ces éléments sont solidement reliés par un unique tube. Ce seul tube est méticuleusement et simplement soudé à la perfection. L'assistance hydraulique tire activement cette partie vers soi et en même temps tire également l'autre partie vers soi, assurant un mouvement coordonné. Et du coup, toutes les roues tournent toutes dans la même et unique direction. Parce qu'on a tout transféré en miroir, tout s'est retrouvé dans la même direction. On garde la direction d'origine, la trajectoire initiale, et on y ajoute juste un autre élément distinctif qui sera placé précisément à peu près au centre et qui ressemblera fortement à une bascule, un dispositif pivotant. Dessus, il y aura aussi des bras de direction comme ceci soudés. Il va falloir qu'on fabrique tout ça nous-mêmes. Tout cela sera relié par des rotules de direction et des billettes. Et maintenant, quand on pousse celle-ci dans une direction, l'autre part dans la direction opposée. C'est grâce à cela que l'angle de braquage de nos roues va changer. J'ai aussi l'idée d'installer ici un dispositif de réglage, comme celui qu'on trouve sur les billettes de direction,
afin de pouvoir, en cas d'imprécision, aligner correctement l'avant et l'arrière, ainsi que l'alignement des roues. Et pour l'instant, mon seul problème, après avoir déjà essayé ce schéma sous la voiture, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour installer correctement ce mécanisme. Dans ma tête, il faudrait que cette distance soit respectée pour que tout soit uniforme et fonctionne correctement. Cette distance-ci doit absolument être égale à celle-là, et cette distance-là doit impérativement être égale à celle-ci, afin que les roues avant et arrière tournent selon le même angle, de manière absolument identique et parfaitement synchronisée. Voilà le problème auquel je fais face. Pour ce mécanisme en lui-même, nous allons utiliser le pendule de direction d'une Jiguli, mais en le modifiant légèrement pour nos besoins. Il y a aussi ce bras de direction qu'il faudra également modifier. Ici, il faut couper et ressouder cette pièce de l'autre côté. J'ai décidé de commencer le travail sur la direction en positionnant ce pendule, cette bascule sur la voiture. Mais pour pouvoir l'installer, il faut d'abord la modifier. Il faut découper et ressouder entièrement cette pièce. Il faut la ressouder de façon à ce que cette distance corresponde donc précisément à celle-ci. Je l'ai mesuré, cela fait 120 mm exactement. Et maintenant, je vais tout découper et assembler minutieusement. D'abord en réalisant en gabarit un brouillon préliminaire avec des points de soudure pour vérifier si nous disposons de suffisamment de place pour installer l'ensemble de ces éléments. Je vais vous montrer concrètement et en détail comment je vais le couper afin que les lignes soient parfaitement parallèles et que tous les axes de rotation coïncident précisément les uns avec les autres, en gros pour que tout coïncide parfaitement. Beaucoup de mots savants de physique, mais en réalité il faut que tout fonctionne bien droit et de manière optimale comme cela. Rien ne doit se coincer, ne doit se retourner et tout doit fonctionner. Je pense que Kolya a expliqué la théorie assez en détail, mais visuellement c'est difficile à imaginer. Donc, attendons qu'il coupe ce qui dépasse, qu'il soude ce qui manque, et qu'il montre son schéma de façon visuelle. Les gars, laissez-moi essayer de vous montrer à peu près ce que j'ai essayé d'obtenir avec, la soudure de ce gros et imposant truc. Ma première idée était que ce pendule intermédiaire soit précisément et soigneusement placé ici, à cet endroit précis, pour que tous les centres de rotation coïncident parfaitement et que toutes les biellettes soient précisément alignées sur une seule et même ligne, de sorte que lorsque je tourne le volant, tout fonctionne harmonieusement ensemble. Que l'extrémité de la billette de direction décrive partout le même rayon de braquage, assurant ainsi une direction précise. Mais je pensais qu'on avait ici énormément de place, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. Tout d'abord, si je la soulève un petit peu plus haut, ce que j'aimerais vraiment faire, ça bute absolument partout. Donc, parmi les solutions envisageables, je vois qu'il faudra quand même raccourcir un peu ces billettes. Dans ma tête, c'est vraiment incorrect, parce que tous ces mécanismes vont décrire des rayons différents. Et il semble que lorsque je vais tirer, ou plutôt tourner, l'une va plus pousser, l'autre va plus tirer. Bon, c'est pas vraiment correct, mais on n'a pas vraiment d'autre choix. Je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. J'ai trouvé une position plus ou moins acceptable pour notre pendule. J'ai raccourci chaque billet d'1 centimètre et je l'ai relevé avec le plus grand soin et une attention particulière. Grâce à cela, on a gagné de la place jusqu'à l'arbre de transmission, jusqu'au quartier de l'arbre et jusqu'au longeron. Je l'ai fixé par le dessus avec un écrou à sertir et maintenant il faut encore faire une autre fixation, cette fois-ci soudée avec un petit écrou. Et si cela s'avère trop faible, on renforcera. Mais d'abord, on va tout assembler avec des points de soudure et vérifier. Hier, j'ai aligné toutes les billettes de parallélisme à l'avant et à l'arrière dans la même position afin de placer ceci perpendiculairement et ensuite finir les tirants. C'est pourquoi on commence par fixer le pendule, puis on s'occupe des tirants. J'ai installé le pendule sur la voiture, il ne reste donc plus qu'à tout relier. Nous devons relier l'assistance hydraulique à la direction avant, puis la direction avant à la direction arrière. Pour cela, nous avons acheté toutes sortes de tirants, principalement de Niva. Ils sont bien solides et droits, exactement ce qu'il nous faut. Et il y a aussi des 2108 ou 2109. Ce sont aussi des pièces de Jiguli. Leur cône correspond à celui d'origine du LUAZ. Des manchons de réglage pour le parallélisme, mais nous allons les utiliser pour équilibrer les essieux avant et arrière. Et cette barre-là aussi, il faudra probablement l'utiliser. C'est celle qui était déjà installée ici. Elle a déjà été abîmée par les anciens propriétaires. Ici, c'est soudé, là, c'est abîmé, ici encore soudé, et c'est tordu. C'est pourquoi je vais probablement la redresser là où c'est nécessaire, changer tous les embouts, en restaurer un et en jeter un autre. Bientôt, nous allons essayer de mettre en place tout le concept général de tout ça, mesurer, installer, régler, ajuster, partir, rouler, et c'est parti. Voilà le résultat obtenu. Les barres de direction soudées. Ce ne peut être pas très joli, mais c'est solide. J'ai tout préparé, j'ai fait des chanfreins partout, tout nettoyé partout.
Je me suis aussi sérieusement demandé s'il ne fallait pas absolument mettre des rivets électriques à ces endroits précis, mais il semble que ce soit pas vraiment nécessaire du tout. Maintenant, je vais probablement entièrement tout peindre, puis je changerai le kit de réparation ici même. Voilà le type de barre de direction que j'ai obtenu. L'aspect est certes inhabituel, mais tout a été soudé sur place et tout fonctionne. Je vais expliquer mon choix, pourquoi j'ai tout mis en neuf, sauf celui-ci. Celui-là peut être démonté, c'est l'original démontable, et nous avons un kit de réparation pour lui. Donc je vais le démonter maintenant. Tout souder ici, faire le tour de la soudure, puis le remonter avec le nouveau kit de réparation. Ainsi, tout l'intérieur reste intact. J'ai assemblé toute cette structure, toutes les tringles, tout fonctionne. Mais un détail important est apparu. Cette pièce, elle, bouge vraiment. Le longeron est trop faible pour la maintenir. Il y a peu de points, seulement 2. Ça bouge comme ça dans ce plan. Sania, s'il te plaît, bouge le volant maintenant. On voit ici la distance. On ne la voit pas, mais la distance change. Quand on bouge tout. Merci Sania. Soit on va souder ici une autre patte, renforcer le longeron, très probablement à cet endroit une traverse, et peut être que je mettrai des boulons traversants avec des douilles. En plus de renforcer le longeron, j'ai également décidé de renforcer aussi ce balancier de direction, un élément important pour la stabilité. Nous allons souder ces deux fixations, elles aussi en aluminium, pour qu'il y ait 4 points d'appui, afin qu'ils ne travaillent pas ainsi en torsion. On verra peut-être que ça nous sauvera. Voilà à quoi ressemble maintenant la fixation. Ici, j'ai laissé un rivet fileté. Là, j'ai percé 2 trous de plus grand diamètre avec des tubes traversants. Ceci est l'oreille soudée. Voici de l'autre côté, à l'intérieur, il y a des tubes qui relient les 2 parois, empêchant ainsi d'écraser le longeron. Et voici enfin l'assemblage final, avant la sortie tant attendue. Filmeur sous cet angle est extrêmement inconfortable. Mais nous avons fait ce que nous avons pu. Et en principe, tout est clairement visible ici. J'ai bien sûr corrigé beaucoup d'erreurs après notre première sortie. Je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, il a fallu enlever ici sur la bande les petites rondelles et les growers, parce que ça accrochait un peu plus loin, juste ici sur le levier. Il a aussi fallu raccourcir de 2 mm une petite tige filetée de ce côté-ci, parce qu'elle touchait également. J'ai aussi ajusté quelques autres boulons, et la seule chose qui nous reste maintenant, c'est cet endroit. Ici, lors du braquage complet, cette pièce frotte contre la carrosserie. Comme de toute façon, nous allons tout changer ici, toute la partie extérieure et la roue qui a été déplacée par la soudure. Bref, de toute façon, il faudra tout changer ici. Pour l'instant, je vais découper ce qui dépasse pour pouvoir rouler. Oui, ce morceau de carrosserie ne nous servira plus du tout, donc on découpe rapidement ce qui gêne la roue, et ensuite on fabriquera de nouveaux passages de roue. Nous avons remonté la voiture. J'ai tout installé, toutes les billettes, les embouts, tout est serré, approximativement. Et il est conditionnellement prêt pour le premier voyage, un voyage d'essai ici autour du territoire. Nous ne poursuivons évidemment pas sur la route. Et si tout se passe bien pour nous et que tout se passe bien sur le territoire, alors nous irons quelque part plus loin, la forêt, la nature. En principe, tout fonctionne parfaitement, tout tourne exactement dans le sens que nous souhaitons, comme nous l'avions prévu. Mais, pas sans ces moments. À l'arrière, les roues reposent contre le levier. En tournant dans un sens, elles reposent contre le levier. En tournant dans l'autre sens, elles reposent un peu contre l'aile. Autrement dit, nous devrons probablement maintenant faire la même chose qu'à l'avant, ajouter de petites entretoises et peut-être utiliser des barres de torsion pour le soulever un peu plus. C'est pas clair. Bon, je vais voir maintenant ce qui sera le plus simple et le plus facile à faire. En fait, nous sommes prêts à partir. Je vais encore ajuster quelques détails à la lime. Je pense qu'on pourra finalement sortir demain dans la nature et rouler entre les pins et les bouleaux.
Eh bien, notre bête est bien sûr dans son habitat naturel. Nous avons décidé de sortir et de tester pleinement toutes nos améliorations. Ce que nous avons fait sur le parking, c'est une chose. Là-bas, le terrain est plat, on ne comprend pas toute la situation. Ici, en entrant dans la forêt, j'ai déjà remarqué des problèmes d'articulation de la suspension arrière. Elle touche les passages de roues. Même si elles sont bien découpées, elle les touche quand même. Le pneu frotte quand la voiture est en suspension. L'objectif de la sortie d'aujourd'hui, c'est de tester ce que nous avons fait. Cette fois, nous n'irons pas dans un vrai bourbier. Cette fois, nous n'avons rien à prouver à personne. La dernière fois, on s'est déjà bien amusé dans la boue. Je ne sais pas si ce sera aussi génial et aussi cool que la dernière fois où on a roulé. Ça se voit sur la vidéo parce que l'objectif principal de l'opérateur était de ne pas être éjecté de la voiture plutôt que de filmer. Donc, eh bien, cette fois, on va simplement rouler entre les arbres sur des petits chemins étroits, tester la voiture dans différents, enfin pas tous, mais certains modes forestiers. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut y aller. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci.
Eh bien, il me semble qu'on a assez roulé. On a vraiment tout parcouru ce qu'on voulait, des montagnes, des trous, entre les bouleaux, entre les arbres. La voiture s'est montrée vraiment très performante. Tout d'abord, rien n'a cassé. Parmi ce qu'on a fait en dernier, la direction, tout est intact, ça n'a eu aucun impact sur les capacités de franchissement. Tout fonctionne comme on le souhaitait, il y a un problème avec l'articulation de la suspension arrière. Elle frotte beaucoup contre les passages de roue, par endroits elle touche les passages de roue. Même si on a découpé à cet endroit, ça frotte encore beaucoup contre les passages de roue. On va régler ce problème. Mais dans l'ensemble, l'impression générale que laisse cette voiture est assez intéressante parce que c'est encore une expérience de conduite vraiment inhabituelle et tout à fait unique. Elle est extrêmement maniable. Disons que c'est le mot qui convient. Elle est extrêmement maniable, on peut littéralement se faufiler entre les arbres, faire demi-tour sur un sentier. Les sensations sont géniales, mais il y a une question importante et je n'ai même pas encore décidé clairement pour moi-même, est-ce que nous allons garder cette solution telle qu'elle pour l'avenir à long terme? J'ai de sérieux doutes que sur une route ordinaire et à une vitesse plus élevée, ce schéma se comporte de façon adéquate et fiable. Dans la forêt, c'est top, c'est un plaisir maximal. C'est génial, les sensations sont étranges. En fait, tout me plaît beaucoup. Mais est-ce que ce sera approprié sur une route sablonneuse, en terre ou sur l'asphalte? C'est la question. Parce qu'à une vitesse supérieure à 30 ou 40 km/h, le guidon devient beaucoup trop sensible. Le volant est très sensible et il y a une forte probabilité le Loup AZ, même dans sa version d'usine, a déjà un énorme risque de se renverser. Et avec cette configuration, il me semble que le risque est multiplié. En principe, grâce à la modification, moi, je suis extrêmement satisfait de la modification. Les gars du kit donneront aussi leur avis. Je considère la modification comme réussie, mais avec une modernisation à venir,